Alors bonjour à tous, donc nous sommes un peu différents, nous n'avons pas de Mac, nous avons des PC, puisqu'on travaille chez Microsoft, hein. Et donc des fois on est un peu envieux vis-à-vis de vos Mac, mais on est quand même content de nos PC. Et on vient surtout de parler de notre petit bébé, c'est que même si on est chez Microsoft, ce projet a commencé sur notre forfait soir et week-end, donc c'était perso. Donc on l'a commencé. Je me souviens avec Cédric que dans les premiers Paris JS, il disait mais qu'est-ce que vous foutez avec WebGL, quand est-ce que vous l'avez, etc. Alors à l'époque on nous avait dit si on vous pose la question WebGL, vous orientez sur le problème de sécurité. Donc on avait d'autres trucs. Donc vous savez WebGL, le problème de sécurité, tout ça, machin. Puis en interne en disant il nous faut WebGL, putain. Et donc ils ont fini par l'implémenter. Et qu'on a vu les premiers leaks, parce que c'est ça qui est grandiose des fois chez Microsoft, on a appris via un leak qu'on aurait WebGL dans notre navigateur. On a commencé à développer sous un autre navigateur, hein, forcément, pour pouvoir tester, en se disant prions pour qu'ils aient bien implémenté WebGL dans IE. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc c'est comme ça que le projet est né. On a fait ça avec David Catu, qui est maintenant parti aux US, parce que ça a tellement bien marché qu'ils ont dit viens nous voir, on a besoin de discuter avec toi. Et lui, il écrit des moteurs 3D depuis qu'il est tout petit. Il a fondé une boîte avec Michel, qui faisait un moteur 3D aussi, dans un temps précédent. Sous DirectX. Sous DirectX. Donc je peux vous montrer nos tronches. Donc on a que des photos noir et blanc. Mais beau. Mais beau, ouais. Alors tout le monde se fout de la gueule de ma photo, mais c'est la seule photo que j'ai de bien de moi, sinon c'est des photos de mariage. Donc vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur @davro. J'ai un blog où je parle quasiment plus que de 3D d'HTML5. Et Michel, toi tu es? Moi je suis plutôt designer. Alors j'ai pas vu tout à l'heure les gens qui levaient la main, mais il y a des gens qui créent du contenu 3D. Bon, très bien, ça va en concerner certains, ma démo. T'as un groupe de copains. Voilà, j'ai un groupe de copains. Et donc notre vraie vie, quand on est payé par Microsoft, c'est d'être ce qu'on appelle des évangélistes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est très américain. C'est en gros travailler sur la plateforme, faire des conférences développeurs pour montrer. On a beaucoup parlé du store Windows, de Windows Phone. Et notre passion à côté, c'est beaucoup de 3D HTML5. Et depuis qu'on l'a dans IE, du coup, on a l'autorisation officielle de faire des présentations là-dessus. Donc l'agenda qu'on vous a préparé avec Michel, c'est qu'il va commencer par présenter un peu ce qu'on a fait au niveau de Babylon. Donc Babylon.js, c'est un moteur 3D open source que vous avez sur GitHub. On l'a mis dans la licence la plus permissive pour que vous puissiez le forker, faire ce que vous vouliez du moteur. On passe beaucoup de temps à supporter toutes les plateformes. Donc notre navigateur, on est peut-être les seuls à coder d'abord dans IE puis tester dans les autres, c'est un petit peu original. Et ensuite également les mobiles. Donc récemment iOS 8 est sorti, on a passé un peu de temps. Je ne sais plus ce qui m'a aidé parce que ça marchait pas bien. On s'est aperçu que les shaders avec une précision médium passaient pas bien sur iOS 8, donc on les a changés, ça s'est affiché correctement. Donc on passe pas mal de temps. Il me reste Firefox OS. Je sais pas si Nicolas pourra me prêter un téléphone pour qu'on teste, mais normalement ça devrait marcher. Et donc ce moteur, on l'a commencé maintenant assez supporté par l'équipe IE, donc on a des connexions directes avec eux. Surtout que depuis que c'est dans le groupe Chronos, c'est sympa, maintenant on participe à toutes ces discussions. Et on avait fait, je sais pas, une démonstration avec Ubisoft pour porter une partie d'Assassin's Creed dans le navigateur. Et nous notre leitmotiv, c'est de montrer, c'est un peu de se battre contre les développeurs C++ qui nous regardent un peu de haut en disant moi je fais du natif, etc. Toi tu n'arriveras jamais à faire des trucs beaux. On voulait montrer qu'on peut faire des trucs beaux. On leur dit pas forcément qu'on est des anciens développeurs C++, parce que c'est marrant toujours de voir un développeur C++ qui dit non mais toi tu comprends rien, toi tu gères pas la mémoire, les pointeurs, les machins, etc. T'es qu'un naze. Et puis finalement on laisse discuter, puis on leur dit ouais bah écoute, moi je fais ça en plein écran. Et en général ça pose les bases d'une discussion intéressante après. Michel va vous présenter ce qu'on a fait pour s'intégrer dans Blender et 3D Studio Max. Ça c'est suite à un retour d'école de jeux avec lesquels on a bossé, qui nous disait votre moteur il est sympa mais c'est un cauchemar pour le designer. Notre designer nous le confirmait, mais on a tendance à l'ignorer parce qu'il fait partie de l'équipe en disant mais non c'est toi qui es naze. Et quand tous les jeunes, pas ce que je vis au quotidien. C'est le seul designer dans un groupe de développeurs, vous savez ce que c'est. Et donc on a fini par bosser sur une bonne intégration 3D Studio Max et Blender. Et Michel va montrer ça. Notre philosophie c'est moi en fait la cible. Je me considère comme une chef de la 3D. Parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc j'ai réussi à comprendre pas mal de trucs qu'a dit Cédric, mais il y aura un an, ça aurait été du charabia. Donc en fait, je me dis que je suis le singe. C'est-à-dire que quand je me sers du framework, si je ne comprends pas, c'est mal barré. Mais si je comprends, a priori, tout le monde devrait être capable de comprendre. Voilà. Donc j'emmerde énormément David sur l'architecture du moteur, pendant que Michel l'emmerde énormément sur le pliage. Oui. Et on va vous présenter quelques-unes de nos optimisations dont on est content. Donc commençons par quelques présentations. Donc en gros, le pipeline qu'on a,
c'est soit on part de Blender, soit de 3D Studio Max, directement, soit on a un converteur qui parle de FBX OBJ. Ouais. Et puis vous savez que les formats de fichiers à gérer, on ne veut pas rentrer dans ce truc-là, nous, c'est quand même un projet perso. J'entendais parler de Collada aussi tout à l'heure. Ouais. Le problème, c'est les forks qui ont été créés à partir de ce bordel-là aussi. Donc on gère pas ça. Ouais. Et en Michel, quand tu bosses, qu'est-ce que tu fais alors du coup toi? Eh ben moi, globalement, je passe par ces deux entités-là, ce qui est quand même vachement pratique, puisque j'ai emmerdé, doit être le terme juste, emmerdé David pour que il me crée directement des exportateurs depuis ces deux logiciels. Et surtout, le travail se porte en ce moment sur celui-là, puisqu'au début, dans la logique de c'est open source, on distribue les sources sur GitHub, on s'était dit Blender, ça colle juste super bien avec la philosophie. Sauf que on s'est rendu compte qu'au niveau de simplement de la production, de la productivité du truc, c'était quand même peut-être des fois souvent mieux même de bosser avec des choses un peu plus costauds au niveau du slip. Donc on s'est dit on va aussi faire notre... Michel fait un blocage sur Blender aussi, hein. Un petit blocage psychologique. C'est-à-dire que ça fait des années que je fais de la 3D aussi. Donc bon. Et donc du coup on a travaillé parallèlement sur les deux programmes. On est en train surtout de travailler sur celui-là. Et encore une fois, vous avez les sources de ces exporteurs directement sur le GitHub du projet Babylon. Et donc au bout du compte, ça nous donne un format Babylon converti que l'on peut derrière réinterpréter directement sur le moteur WebGL, on fait sur une page WebGL, ou alors dans la sandbox. Ce qui est assez intéressant au niveau du designer, c'est que ça me fait un fichier sur lequel je peux interagir, tester mes solutions. Je vous le montrerai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et puis pour vous les développeurs, vous pouvez repartir sur ces solutions-là, donc réinterpréter les sources dans Visual Studio, intégrer des nouvelles fonctionnalités, et ainsi de suite. Donc ensuite on a... Alors Blender il supporte pas mal de fonctionnalités, on va pas tous les faire, voilà, ça a plein de fonctionnalités, c'est chouette. J'ai bossé sur la sandbox à la demande de Michel parce que pour charger une scène il faut à peu près 8 à 10 lignes de code et c'est à peu près 8 à 10 fois trop pour Michel. Donc il m'a dit... À partir de 1 en fait, c'est déjà... À partir de 1, ouais. Et donc dans les forums, les utilisateurs qui venaient, ils nous disaient c'est trop chiant. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est, je lui dis bon on a les API HTML5 drag and drop, je me suis dit quand même drag and dropper des fichiers d'une fenêtre à une autre, je pense que les designers sont capables, après une petite étude qu'on avait faite. Et donc Michel nous a dit, je suis sûr qu'il y a moyen de faire encore plus simple. Plus simple que drag and drop. Et donc pour le 3D Studio Max, en fait on a réfléchi, nous a dit est-ce que ce serait possible que je clique sur un bouton et automatiquement ça l'ouvre dans mon navigateur. Parce que lui il n'a aucune notion de ce que c'est un serveur web, Michel, puisque même si c'est pas tout à fait vrai. Donc on a embêté un petit serveur web dans notre plugin 3ds Max pour qu'automatiquement quand il appuie sur un bouton, ça embête les fichiers dans le serveur web, ça les serve à son navigateur par défaut et il est content. Parce que oui, le drag and drop c'est déjà trop chiant. Ouais. Donc en fait ce qui est rigolo c'est de discuter, moi ce que j'aime bien dans ce projet c'est de discuter avec les designers et toujours ils nous remettent un peu à notre place les développeurs et c'est surtout des fois on passe par 3D Studio Max par un chemin particulier qui eux n'utilisent manifestement jamais. Et voilà on découvre pas mal de trucs sympas. Donc le mieux c'est de le voir en démo maintenant. Et apparemment il m'a réservé une surprise, il a prévu une histoire, je sais pas trop. Prévu une histoire, ouais. Parce que je suis en air. Ça commence super mal. Bon, allez. C'est Windows. On va essayer de faire ça. On va essayer de le forcer un peu. Voilà. Bon ouais, parce que vous racontez comment j'utilisais 3D Studio Max au jour le jour. Bon, c'était bien, mais moi j'ai décidé de prendre un parti un petit peu différent. Je vais vous expliquer effectivement comment je travaille, mais à partir d'une histoire d'amour. Il n'y a pas de filles dans la salle en plus. Bon, c'est pas bien grave. On va se débrouiller avec ça. Donc il faut s'imaginer un contexte super romantique. Vous êtes dans un environnement 3D, magnifique. Et puis, un jour passe dans le champ de cet univers 3D une primitive de type spline. Quelque chose de magnifique, tout en rondeur. Vraiment une jeune fille vraiment sympathique qui aime pas trop tourner autour du pot pour le coup. Donc vraiment très 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 mignonne. Et forcément ce qui doit se passer se passe quand on a une magnifique spline comme ça. Et arrive une boîte, en l'occurrence un cube. Un cube qui est plutôt bien fichu en plus sur lui, propre. Puisque il a des mensurations assez sympas. Donc là je suis parti dans une échelle, ça va être n'importe quoi. Donc on va commencer d'entrée par... faire ça comme ça. Et le cube il est tellement bien fichu qu'il a
la tête sur les épaules et plutôt une optique assez bien fichue du monde. Il a son pivot qui est bien centré. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit bien, quoi, je veux dire, une tête bien faite. Et donc bah, forcément ce qui se passe quand on a une jolie spline et un joli cube, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout de suite ça match, quoi. Ça match de telle manière que bah, finalement il se crée une liaison entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Ah, exactement. Il se crée une relation entre eux et puis eh ben, vous savez ce que c'est les relations amoureuses. Ben, ils commencent tout simplement à se tourner légèrement autour, hein. C'est sympa. Ils s'aiment bien tous les deux, ils gravitent l'un autour de l'autre. C'est vraiment super. C'est tellement super que même des fois, bah, quand... hop, je vais revenir au début de leur histoire. Et ben, ma foi, quand ben, y en a une qui tourne, et ben, l'autre tourne aussi. Hein. Vous voyez, ça se passe plutôt bien. Le problème de ces cas-là, c'est que, et ça on le voit bien dans les comédies de boulevard, hein, c'est que ça reste jamais dans cet état-là, sinon ça serait trop parfait, l'histoire serait trop belle. Qu'est-ce qui se passe de temps en temps? Bah, c'est que y a la grosse Bertha qui débarque en plein milieu, hein, un gros cylindre comme ça. Et puis qui lui aussi, elle aussi, elle est super intéressée par le cube qui est quand même super parfait et propre sur lui. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah, cette grosse Bertha, elle essaye une méthode de rapprochement, donc elle va essayer de s'aligner un petit peu ici, voilà, comme ça. Et donc elle se place parfaitement bien à côté du cube. Bon, quand même, la primitive spline, elle s'en laisse pas trop compter, elle dit hey, oh, tu dégages un petit peu de mon territoire, hein. Ici c'est chez moi, c'est mon cube à moi, si je peux me permettre. Donc tout ça, ça va, pour l'instant ça va très bien, mine de rien, bon, la grosse Bertha elle se dit moi j'aimerais bien lier des relations avec mon cube. Ce qui se passe toujours, pour l'instant, très très bien. Et puis là encore, ça serait trop simple. Ça serait vraiment trop simple comme histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, un jour, il y a un deuxième cube qui se pointe, qui lui aussi a remarqué la spline primitive, super mignonne et propre sur elle. Ça se passe bien aussi. Par contre, ce nouveau cube-là, il n'est pas super équilibré. Il n'est pas super équilibré, voire même carrément un petit peu névrosé. Il a son point de pivot qui est vraiment pas bien fichu. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se rapprocher du cube ici. Ce qui fait qu'un ménage à 3, ça fonctionne pas très très bien, pour le coup. Surtout quand bah, ce cube essaye de se lier d'amitié avec le premier cube. Ça fait des choses qui sont pas terribles hein, au niveau de tout ce petit ménage-là. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le cylindre qui se sent un petit peu esselé se dit bah, puisque c'est comme ça, moi je vais prendre un petit peu de champ avec cette histoire-là et je vais bah, finalement m'éloigner un petit peu et je ne vais me rapprocher que lorsque j'en aurai strictement besoin. Ah, ça commence à être pas mal. Ceci dit, voyant ça, le deuxième cube ici se dit oh, mais elle est pas mal la grosse gamelle, je me la ferai bien quand même. Donc bah, pour le coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se dit, ce cube-là, il se dit, bah finalement, je vais quand même l'avoir à l'œil, le garçon, enfin la fille en l'occurrence, la grosse Bertha. Je vais l'avoir à l'œil et je vais me lier avec lui. Je vais me lier avec lui dans le bon sens si possible. Et au final, ça fait ceci. Vous me direz, oh, c'est super mignon sa petite histoire d'amour, il a converti un mouvement finalement circulaire en mouvement vertical. C'est génial. Bah ça, c'est pas plus dur, finalement, que de créer une scène à peine plus complexe, comme ça. C'est exactement le même principe que j'ai appliqué en mettant des histoires d'amour un poil plus compliquées, ici. Là, effectivement, on est plutôt dans la partouze, si vous voulez, que dans le saint truc. Mais globalement, c'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. C'en est tellement ça l'idée que si je me mets ici en vue filaire et que je me rapproche peut-être un petit peu, j'ai bien, essayer que ça soit pas trop compliqué, j'ai bien mes cubes, hein. Ici vous pouvez distinguer les cubes, et puis ici vous pouvez distinguer les cercles. Exactement le même principe. Et là où ça devient génial dans le contexte Babylone, c'est que très simplement, donc je vais revenir à ma caméra initiale, je vais repasser en shading, et puis ici vous voyez que on a tout en haut intégré Babylone directement dans l'interface de 3D Studio Max. Donc du coup je peux venir dire très bien, je peux exporter à partir de là. Vous avez tout le module d'export qui apparaît ici. Et auparavant, comme 3D Studio Max n'a pas pour vocation de faire stricto sensu du temps réel, que ce soit pour le web ou pour ailleurs,
Et ben on a décidé d'intégrer ça dans des modules aussi, d'interface 3D Studio Max. Je fais un clic droit, je fais apparaître le quad menu, et puis là je vois qu'en bas j'ai des choses liées à Babylone. Donc là en l'occurrence je vais aller voir dans Babylone, et puis je vais dire tiens, c'est des propriétés Babylone spécifiques pour ces objets-là. Par exemple, je vais dire montre-moi la boîte englobante de cet objet-là. Très bien, j'exporte. Et là, comme le disait tout à l'heure David, je peux exporter de deux manières. Soit j'exporte de manière à avoir simplement mon fichier, ou soit j'exporte de manière à avoir mon localhost qui tourne et qui me joue la scène. Alors on va faire ça. Je vais dire, je veux copier les textures vers là où j'exporte. On va faire ça comme un cochon directement sur le desktop, à l'arrache. On va lui donner un petit nom. Je te reconnais bien là. Ah bah, toujours, Crado Forever. Et puis, export and run. C'est là où l'effet démo ne devrait pas me toucher. C'est très compliqué, il faut cliquer sur deux boutons. C'est déjà presque trop. Et voilà. Et vous voyez que je récupère bien la caractéristique que j'ai demandé, la caractéristique Babylone en l'occurrence, qui est de m'afficher la boîte englobante. C'est chouette, non? Ça vous plaît, hein? Belle histoire d'amour. Belle histoire d'amour en l'occurrence. Merci. Et c'est juste génial du point de vue de la production. Parce que si je refais un export, par exemple, en disant « Oh bah ouais, c'est sympa mon truc et tout ça, mais j'aimerais effectivement ne plus voir cette boîte englobante ici. » Je refais ça, je revais dans mon exportateur, je refais un export and run. J'ai pas besoin de me poser la question, je sais qu'à un moment donné, quand je vais ouvrir mon navigateur préféré, il va me réouvrir une session. Voilà, il me réouvre une session automatiquement. T'as pas décoché, je crois. Ouais, j'ai pas décoché en fait. Ou j'ai pas appuyé sur apply peut-être. Comme quoi, vous voyez, c'est pas si simple que ça. C'est pas encore assez simple peut-être. C'est pas encore assez simple. On va voir ce que j'ai fait, juste pour être sûr. Voilà. Ouais, tu vois, toujours là. Elle est toujours grisée, donc il y a peut-être autre chose. Oh, quel crado. Voilà. Donc ça, très bien. Ça, c'est le contexte 3D Studio Max. Et vous voyez qu'en termes de productivité, c'est quand même sympa. Donc ça, on a travaillé sur le projet pas mal avec nos amis de chez Ubisoft qui avaient créé un embryon, mais qui était vraiment propre à leur moteur de rendu pour Assassin's Creed Pirate. On a essayé de reprendre ce qu'on avait fait avec David Catu à l'époque pour le moteur Nova, qui était donc DirectX. On a essayé de le reprendre parce qu'on avait un peu le même genre d'outillage. Et c'est génial du point de vue de la production parce que, mine de rien, avoir des choses sur GitHub, c'est très très bien du point de vue du dev, mais fournir les outils graphiques qui vont avec, c'est quand même encore mieux pour populariser finalement la techno. Que l'on se rassure, on n'a pas oublié nos amis de Blender, avec tout le bien que je pense de Blender, de toute façon. Sauf que je suis nettement moins compétent sur Blender que je le suis sur Max, et puis que j'apprécie peut-être moins l'interface parfois un petit peu ambiguë du logiciel. Entre gros commas. Mais en l'occurrence, c'est la même chose. Vous voyez que je peux prendre une boîte. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire d'amour, je pense que vous avez compris le principe, mais globalement, je prends ma boîte, je vais en créer une deuxième. Je vais mettre ici. Je vais dire, bah tiens, cet objet-là, il aurait peut-être besoin d'un matériau, vous savez faire ça. Hop, je lui crée un matériau, je lui crée une texture. La texture, je vais choper un bitmap. Un bitmap qui se trouve, bah tiens, on va prendre celui qu'il y avait sur le bureau. Celui-là, mettons. Sauf que, bon, bien entendu, lui, il ne sait pas l'afficher comme ça, puisqu'il faut lui dire, je veux le plaquer sur l'UV, en utilisant un type de shading de type GLSL. Ça n'en finit pas, vous voyez que c'est toujours pas bon. Là-dessus, il faut que je passe ici en mode texture, et puis que mon objet, je lui dise, parce qu'il ne sait pas faire ça. Ça, c'est un truc hallucinant, c'est que par défaut, les coordonnées de texture ne marchent pas. Donc il faut lui dire, ok, dans cet objet, il faut que je passe en mode edit, parce que je ne peux pas rajouter facilement non plus Je ne wrap mon machin, ça y est, et je commence un peu à voir ma texture. Bon, une fois qu'on en est là, généralement on est content, on peut commencer à souffler, et on peut là aussi exporter. Alors je vous montre aussi juste qu'en passant ici sur l'édition, j'ai par là, certainement. Voyons voir où ça se trouve. J'ai aussi là des propriétés Babylone.
de la même manière qu'on avait des propriétés Babylone dans 3D Studio Max, on les a aussi ici dans les propriétés de l'objet. Et là, je peux dire, par exemple, bah là, tu vas m'utiliser du flat shading pour cet objet-là. Et ça, de la même manière, je vais venir dire ici, bah, tu me l'exportes en quoi? En Babylon.js, ou ça, sur le bureau, comme un crado, voilà. Et j'exporte mon Babylon.js. Vous voyez que c'est un peu moins complet parce que, pour le coup, j'ai pas le petit rapport qui me dit, bah voilà, ça s'est bien passé, comme j'avais sous 3D Studio Max. Bon, néanmoins, là, ça s'est bien passé. Faites-moi confiance. Pour 2 cubes, en même temps, ça devrait aller. Et puis, je vais lancer Babylon.js. Ouais, ça s'écrit comme ça. Je vais balancer ça ici et je vois que quelque part dans la page, j'ai Sandbox. Alors Sandbox, c'est une autre manière de valider un petit peu son jeu d'assets 3D. Donc là, je vais venir me mettre en mode fenêtré. Je vais fermer ça. On va se remettre sur le bureau. Et quelque part, j'ai untitled.babylon.js. Je le balance ici. Tu as oublié de donner la texture. Ah oui, j'ai oublié de donner la texture, donc on va le refaire. Parce que ça gère aussi la multi-sélection. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah ah! Ah ah! Et ouais! Ça fait back. Allez, on va faire back. back. Allez, one to back. Et on recommence. Vous voyez pourquoi finalement on a fait un... C'est dingue d'être handicapé à ce point-là. Tada! Ok. Donc ça, c'est toute la volonté de Babylon.js, c'est déjà d'être open source, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez, vous développez vos propres shaders derrière, et ainsi de suite. Là, récemment, on a mis au point à ma demande, notamment le shader qui intègre le Fresnel dans le diffus, la réflexion, l'opacité, l'auto-illumination et la transparence. L'opacité, c'est la même chose. Donc voilà, moi je suis force de proposition là-dessus pour apporter du contenu. Et l'idée c'est aussi que vous fassiez votre propre moteur d'exportation derrière pour complémenter cette base. Si vous avez de bonnes idées là-dessus, on est bien entendu prêt à complémenter notre moteur avec vos bonnes idées. Voilà messieurs, pour la partie démo. C'est pas mal ton histoire d'amour. J'étais pas du tout au courant, hein. J'étais un peu inquiet que ça tourne à un truc un peu limite. Ce qui peut vite faire arriver avec moi finalement. Ouais. J'ai eu le même problème. Non, mais... Tu t'es foutu de moi, mais... Voilà. Alors pour faire plaisir à Michel et faire plaisir aussi à Nicolas qui est dans la salle, j'ai fait quoi? J'ai CTRL F5. Oui, alors on a un projet qui est fait en TypeScript. On en parlait tout à l'heure. Nous, on aime bien JavaScript. J'aime bien JavaScript, mais j'ai essayé de convaincre David depuis le début de faire du TypeScript qui ne voulait pas, qui disait ouais, ceux qui font un autre langage que JavaScript, c'est des gens en général qui n'aiment pas JavaScript parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Donc malgré tout, TypeScript nous a permis de résoudre des problèmes qu'on n'avait pas identifiés, notamment au niveau du moteur de collision, parce qu'on avait des petits bugs qui étaient difficiles à trouver. Le fait que ça soit typé à la compilation, il nous a dit, là par exemple, tu appelles une fonction, on appelait une fonction dans le moteur de collision, on oubliait les parenthèses pour exécuter le code, donc il nous retournait le code de la fonction, il essayait de faire du type, enfin de la conversion de type dynamique, alors que c'était une opération mathématique, ça faisait nawak, mais ça faisait un truc, et en fait dans le moteur de collision, de temps en temps, dans certains cas qu'on n'arrivait pas à identifier, ça faisait un truc bizarre. On a dit c'est la faute du navigateur, c'est le garbage collector qui est pourri, qui doit se lancer à ce moment-là. On trouve toujours une excuse pipeau dans ces cas-là, je ne vois pas le bug. Et en réécrivant tout en TypeScript, à un moment donné, TypeScript nous a dit non mais là c'est une fonction, tu dois l'appeler correctement, et là tu es en train de retourner le code de la fonction, tu es sûr que c'est ce que tu veux faire. Et en fait on a trouvé le bug grâce à ça. Donc ça en fait c'est pour vous montrer aussi que ça marche dans tous les navigateurs. Donc là j'ai lancé Firefox qui est mon deuxième navigateur préféré après IE. Et pour vous montrer ce que Michel a fait, il a quand même travaillé sur cette scène-là, qui est quand même sympathique. Alors là, on est en train de travailler sur notre format de fichier. C'est vrai que Jean-Marc en parle, ils ont beaucoup bossé là-dessus. Donc nous, pour l'instant, c'est du JSON un peu fat. Donc on est en train de travailler justement à faire un système de loading incrémental, on l'a déjà, mais avec du binaire. Donc on commence à avoir un truc où on a gagné 40 ou 50% du stockage. Mais c'est dur de se battre là-dessus sur le web, justement. Et donc là, c'est ce que Michel a fait. Il a simplifié une scène, la scène de Retour vers le futur. Et donc on voit qu'ils ont les mecs à l'origine que Michel a formés ont tout modélisé, dont la DeLorean. Et la première fois qu'ils nous le donnaient, la DeLorean, elle faisait 1 million, je crois, de polygones. C'était pas tant en plus le nombre de, comme on l'a dit tout à l'heure, par le fait, c'était le fait qu'elle était composée de 600 ou 700 objets unitaires.
Ce qui fait qu'au niveau du tri dans la scène, c'était une catastrophe, là, rien qu'au niveau de la DeLorean. Ce qui fait que quand la DeLorean rentrait dans le Fullstroom, plaf, calé. Donc le truc, ça a été en grande partie ça, c'était de faire du rendu sur texture intensif de manière à pouvoir regrouper les objets avec un seul matériau. Donc on est passé de une image seconde à ça. Et au début, ouais, ça, on tuait des machines au début. Donc on a un cimetière de machines à la maison. La scène DeLorean. Et donc on l'a en ligne si vous voulez le tester. Ça marche même sur notre Windows Phone. Ça tourne à 20-30 images secondes, donc Je vais vous le montrer tout à l'heure. c'est pas mal. Donc la simplicité. Donc comme je vous le disais, c'est moi le singe. Donc je vais faire la démo du singe. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc j'ai prévu... Alors j'utilise Visual Studio, à nouveau un autre truc un peu bizarre chez moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Visual Studio, bien évidemment. Mais comme il y a un serveur web intégré, et puis que en fait, si on fait pas ça, on a des problèmes à la maison, bon, et que c'est quand même un produit qui est quand même top. On peut cracher sur beaucoup de trucs chez Microsoft, mais on crache rarement sur Visual Studio. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, il y en a qui disent c'est trop fat et tout, j'ai pas besoin de ça, mais sinon les gens disent en général c'est quand même un bon outil. Alors pour pouvoir commencer, c'est simple, hein. Vous avez besoin d'un canvas. On a une solution pour le tactile. Alors ça c'est un débat qui me passionne et la réponse de Google m'a particulièrement énervé. C'est que à l'origine c'est Apple qui a créé une solution de Touch Event. Ils ne l'avaient pas du tout normalisé. Donc au W3C il y a Mozilla, Google, plusieurs personnes qui sont occupées de créer la spec. Et à un moment donné Apple a menacé de la bloquer. On va même menacé de la bloquer en disant je crois qu'il y a des patents à moi dedans, rapport à l'argent, enfin tu fais comme tu veux. Et comme nous on s'est aperçu qu'Apple avait plus de sous que nous, on s'est dit c'est pas une bonne idée d'aller aussi dans ce truc là. Donc on a créé notre propre spec qui s'appelle Pointer Event, qui permet d'éviter de dupliquer le code. Parce que quand vous faites du code qui tourne sur mobile et desktop, vous devez coder pour la souris et coder pour Touch Event, de deux manières différentes. Donc nous on avait un modèle qui agrégeait tactile, stylet, souris qui était ouvert, qu'on pouvait imaginer mettre du Kinect dessus. Alors c'était très bien, il y a plein de gens qui ont dit c'est super. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a que IE qui le supportait. Et rapport à la part de marché, apparemment ça posait problème. Donc on s'est dit on va faire un Polyshield pour supporter finalement cette spec sur tous les autres navigateurs en fait. Donc vous utilisez Pointer Event et ça propage du Touch Event vers les autres navigateurs. Et en fait, comme on l'a écrit, on l'utilise dans notre propre moteur. Et je vais vous montrer comment ça marche au tactile du coup. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous n'avez pas besoin du tactile. Et en fait, c'est assez simple, hein, l'utilisation. Le moteur, je vais vous montrer un truc un peu plus présent. Donc bon, on a un système de caméra déjà intégré. On peut attacher le contrôle sur n'importe quelle caméra. En fait, je vous rappelle qu'on cherche la simplicité. Donc en fait, il y a des gens quand ils sont pas forts en 3D, leur donner une caméra de type FPS, la coder soi-même. Et au début, on se dit, moi je me souviens, première fois, je vais aller vers les Z. Ça marche, j'avance. Puis je tourne, je fais une rotation, puis c'est quoi en face de moi en fait. Alors David il m'explique, il faut que tu fasses un changement de repère, machin, etc. Je dis je comprends pas, je veux aller en face de moi en fait. Donc je lui dis je veux une caméra, je vais en face de moi, ça va en face de moi quoi. Donc en fait à chaque fois je me mets dans la position du sien. Par exemple il y a plein de problèmes avec les quaternions, il me parle de plein de trucs de yo, pitch roll, tout ça, ça me saoule pas mal. Donc je lui dis, non mais j'aimerais bien en fait que quand je fasse point Y machin, ça donne ça quoi. Donc des fois il me dit qu'il y a des problèmes de gimbal lock, enfin il me sort plein de trucs, j'ai l'impression de croire dans Stargate. Je lui dis non je m'en fous de gimbal lock, je gère comme tu veux. C'est sûr que t'es vraiment développeur? Ouais. Ouais je suis un intermédiaire entre Mitch et un vrai développeur. Voilà, ça semblait bien aussi. Et comme je suis trop nul en dessin, je me suis dit je vais essayer peut-être le code. Donc la caméra gère les collisions, donc c'est pas le moteur physique, hein, c'est vraiment la collision avec la caméra. Et ensuite on a des primitives, ce genre de choses. Et ce type de code, alors, je vais peut-être repasser dans IE si jamais il y a des gens de la patrouille dans la salle. Et voilà, donc on a des trucs rapidement. Et en fait, vous voyez, en faisant juste attach control, moi je peux me déplacer comme ça dans la scène sans avoir à faire quoi que ce soit. Et donc en fait c'est vraiment particulièrement simple. Donc les retours de la communauté sont assez bons là-dessus. Alors on est souvent comparé à FreeJS sur ce point. On a souvent des bons retours comme quoi on est un peu plus simple que FreeJS. Donc on est assez content. Et sur les perfs, je vous montrerai des trucs qu'on a fait. Donc ça c'est assez simple. Et ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour écrire la doc, vous savez ce que c'est? Sinon nos femmes respectives s'en vont. Ouais, vont avec le petit cube. Voilà. Donc ce que j'ai proposé à David, c'est que on voit ça de plus en plus, c'est l'idée de manipuler le code directement pour apprendre. Alors, je ne sais pas si ma connexion va me permettre d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait personne n'allait lire le code source de notre moteur.
hein, le nombre de personnes qui disent que c'est super l'open source, mais très peu de gens vont lire l'open source en fait. Et personne ne va lire la doc. C'est-à-dire qu'ils préfèrent vous poser la question directement en disant comment je fais ça. Et ben, je lui dis bah, on a un exemple sur Wiki. Ah bon, bah, mais comment on le fait sinon bon. Donc on s'était dit on va faire les samples principaux sont là. Et en fait ils ont le code source, ils peuvent le modifier. C'est le côté cool de JavaScript, je trouve, dans un navigateur, donc je peux le modifier en live. Et en fait on est en train de bosser pour ajouter l'autocomplétion dedans, comme on est en TypeScript, on est typé, on va pouvoir l'injecter dedans. Donc j'ai un proto qui marche, mais on attend, on a piqué un composant de Microsoft Corp, on attend l'autorisation de le mettre en live dessus. Et donc Bravo. ouais, bravo. Mais ça ils n'ont pas compris. Vous êtes chez Microsoft, ouais, ah bah c'est cool, vous pouvez publier. Ouais, mais c'est un projet perso. Un projet perso, ouais. Mais ça fait quoi ton projet perso? Bah c'est un moteur 3D. Il dit mais vous avez des brevets dedans? Bah non, c'est sur GitHub. Donc ils ont toujours pas compris notre philosophie manifestement. Mais on est sur le point d'avoir l'autorisation. Puis là, vous voyez, vous pouvez manipuler tous les types de lumière et vous pouvez apprendre, modifier le code. Et là, ça, on a pas mal de retours, surtout que vous pouvez sauvegarder un exemple de code. Alors ça, c'est super pratique pour le debug. On dit aux gens, vous sauvegardez un exemple de code, vous nous envoyez l'URL sur le forum, on va regarder ce qui se passe. Et vous pouvez récupérer le point zip qui va vous donner le moteur, le HTML, pour que ça aille bien. Donc ça nous sauve pas mal de temps déjà. On a la même chose sur les shaders. Étonnamment, on a beaucoup moins de questions. Voilà, donc on leur dit, ouais, tu veux modifier ton shader, va pose-nous des questions. Rien. C'est que les shaders, ça doit bien se passer, ou alors je pense que personne ne capte quoi que ce soit s'il se passe là-dedans. C'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est assez simple d'usage. Et, ah oui, je voulais vous montrer un autre truc. Ah oui, ça c'est un truc dont je suis content. C'est un exemple que j'ai fait moi, donc vous devriez le comprendre. Donc je code quand même des trucs moi. Je code pas du tout les shaders, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà le code minimum pour charger une scène de Mitch, une belle scène qu'a fait Mitch. Donc on commence par vérifier que WebGL est supporté. On instancie le moteur qui va préparer les shaders, etc. On a une méthode qui charge notre format. Ça se lance. Donc une fois qu'il a fini de la charger, il a fini de charger le JSON et certaines parties de la géométrie, mais il y a peut-être une partie des shaders qui restent à compiler. Donc une fois que vous êtes arrivé sur cette ligne-là, vous êtes sûr que tout est prêt. C'est là que vous pouvez décider de récupérer le contrôle automatique de la caméra. Et là, vous avez votre boucle de rendu. Vous pouvez externaliser, hein, ça c'est un exemple simple, donc vous pouvez externaliser votre boucle de rendu. Donc voilà, on a très peu de lignes de code pour le faire. Et en fait, c'est assez magique parce que du coup, une fois qu'on a fait ça, t'inquiète pas, ça va marcher. Ah non, je sais. Ouais. Ça lance le serveur web, mais ça ne me lance pas la navigation. Voilà. Hop. Oui, donc IE est un navigateur moderne désormais. Voilà, petit moment de pub. Testez-le, donc ça donne ça. Donc là, vous avez sur très peu de lignes de code, je peux me déplacer dans ma scène. J'ai bien le moteur de collision qui est actif. C'est Michel qui a fait cette belle scène-là. Hein. Et David insiste pour que je fasse toujours cette démo, c'est qu'il a apparemment chié comme pas possible sur passer l'escalier. Ouais. Donc il est super content de lui, donc il me dit si tu fais pas la démo, je te maudis. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on s'était dit, c'est changer de type de caméra. Alors on a eu tout un débat sur est-ce qu'on doit faire de la composition sur les inputs ou pas. On a toujours cette optique de simplicité, donc moi je veux une ligne de code à chaque fois par caméra pour le changer. Donc par exemple, si jamais je veux changer de caméra ici, je peux en créer une par exemple que je vais appeler Virtual Joystick Camera. Voilà, je l'aime bien parce que c'est moi qui l'ai codé. Papa est fier. Papa est fier, ouais. Donc le premier paramètre c'est à quelle position tu veux habiter. Donc en fait j'avais déjà ici une caméra, donc je prends la caméra active. Non, le premier paramètre c'est son nom, voilà. Ça me revient. Donc j'ai une scène active qui prend la position active de la caméra qui était déjà positionnée et rajoute-le dans la scène. Donc on a une notion de scène graph, tout est basé sur la scène. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je prenne la même rotation que la caméra initiale. Voilà. Ensuite que j'active les collisions, parce que sinon je passe à travers les murs, ça peut être sympa, on peut le faire aussi. Et est-ce que je veux être un oiseau ou pas? Donc j'applique la gravité. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je remplace la caméra par défaut
par la nouvelle. Et si je me suis pas planté, alors j'ai pas que des super retours sur cette caméra, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est pour les écrans tactiles, ce que je me suis dit, c'est voilà, je me déplace avec un double joystick virtuel, comme dans un gamepad. Moi je trouve ça simple à utiliser, j'ai fait tester à mon fils Phase de Call of Duty qui a 16 ans, il s'en sert parfaitement. J'ai plein de retours de gens qui me disent je comprends rien comment on s'en sert. Donc je les mets dans la catégorie, ils sont trop vieux. Ou trop con. Ouais. Et je suis en train de plutôt là, je suis dans la phase, je suis en train de me dire c'est peut-être mon système qui est pas intuitif, quoi. Bon. Ensuite, on a la chance maintenant d'avoir ça dans IE. Donc, on ne fait pas les barbeaux parce que les autres l'avaient avant nous, mais on est quand même content de l'avoir. Donc, je peux brancher une manette de Xbox. Et voilà, la philosophie du moteur, c'est vraiment de, une fois que vous avez fait ça, c'est je vais prendre la gamepad caméra. Donc, c'est de donner des noms pas trop compliqués. Et pareil, j'ai travaillé avec mon fils qui me dit appuie sur le bouton pour l'activer. Et je me déplace à la mettre. Alors, apparemment, j'ai un peu trop speedé dans les trucs. En général, on est pressé dans ce genre de jeu. Il est où le méchant? Il est où le méchant? Donc voilà, donc ça c'est vraiment la philosophie du moteur. Et on a pareil pour Oculus. Alors pour l'instant, comme nous on ne supporte pas encore WebVR, c'est à travers un driver, on trick, on passe par les diverses Orientation APIs. Donc on fait penser que c'est un accéléromètre pour le faire, ce qui évite de faire un plugin dans le navigateur. On a eu une implémentation WebVR récemment qui a été soumise sur le GitHub, comme quoi il y a des gens qui contribuent quand même, c'est sympa. Et du coup, ça marche partout sauf chez nous, mais on est content. Alors, nos plus grosses optimisations qu'on a faites dans le retour d'expérience, Math.js, donc c'est notre librairie qui s'occupe de tous les calculs matriciels qui est appelé tout le temps, c'est un peu le nerf de la guerre. On s'était aperçu au début qu'on avait des gros problèmes de garbage collector. Parce qu'on faisait beaucoup trop de new par itération. Donc en fait, on a pas mal travaillé sur bidouiller la taille des tableaux. C'est qu'on préalloue des tableaux, on les réutilise au maximum, on les recycle nous-mêmes pour éviter que le GC fonctionne. Et quand on a commencé à faire des mesures de perf, on est passé d'un cœur qui utilisait que du GC. Sur IE, il y a, en fait, le garbage collector est géré sur un autre thread, c'est pareil. Alors je ne connais pas les autres navigateurs, je ne sais pas comment c'est géré. Mais nous, on voyait un cœur qui était sollicité pour le GC tout le temps. En faisant ça, on a gagné énormément de temps. Donc il y a un article de David en anglais, si ça vous intéresse, pour expliquer comment il a fait. Il passe énormément de temps à faire un système de cache en amont des appels WebGL. Donc ça, il est très très fier de son système de cache. Il passe beaucoup de temps. Michel est moins content des fois parce qu'il optimise tellement le système de cache que ça donne nawak en rendu. Ça pète un peu partout. Mais par contre, ça permet vraiment de gagner en perf. Vous pouvez le voir dans la partie engine.js de notre moteur. C'est là où est géré le système de cache. Et on a un Uber Shader qui s'occupe de s'adapter automatiquement à la plateforme. Donc en fait, l'avantage à nouveau de JS et de WebGL, c'est qu'on peut tester le shader, le compiler. S'il ne passe pas, on fait des downgrades. Et en fait, on a une logique de downgrade jusqu'à temps qu'on trouve un shader qui passe. Ce qui nous permet du coup de supporter le maximum d'effets sur le desktop et de réduire certains effets sur le mobile. Et on est en train de travailler à coupler ça pour, j'aimerais bien réussir à avoir une espèce d'automatisation des performances en fonction de la plateforme. Pour justement réduire éventuellement le hardware scaler, faire ce genre de trucs. Donc on travaille là-dessus. Et en fait, on n'a qu'un seul shader qui fait tout dans le standard, dans le matériau standard. Et pour finir, on a un logtree qui marche plutôt pas mal. Vous appelez une ligne qui s'occupe de créer logtree et qui va optimiser la scène pour ça. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que donne par exemple le Uber Shader et son downgrade. Alors, je ne sais pas si c'est visible forcément sur cette démo. On va le voir. Je suis en train de finir le site responsive aussi. J'y passe des plombs parce que je déteste CSS. C'est normal. Donc là, grâce à c'est Michel qui nous a demandé ça, on a mis du Fresnel partout. Donc c'est David qui a fait la démo qui est développeur. Alors à vous de voir si vous trouvez ça joli. Nous, on a trouvé ça super beau. Avec un petit lens flare et tout qui passe à travers. Et en fait, le shader complet qui active tous les effets sur Windows Phone, qu'on l'a testé, il n'arrivait pas à activer tous les effets du shader. Donc en fait, avec notre technique de dégradation, finalement, on arrive à avoir un rendu qui est proche. Donc je vais faire un hot swap sur la machine de Michel. Tada. Et il y a une des sphères où c'est légèrement différent. Je vous laisse la trouver. Vous avez trouvé? C'est du son. Ouais, c'est du son. Ouais. Il n'y a pas de lens flare non plus.
Si, il y a un lens flare, mais il faut orienter la caméra correctement, il faut le trouver. Ouais, et au soleil il est plus haut, je crois. Je sais plus où il est caché le soleil, le point par rapport. Ah là, là. Ah, on l'a vu, ouais. Donc on a réussi à faire ça, donc on est plutôt content. Et je vais finir donc rapidement, parce qu'il me reste 5 minutes. Je ne sais pas qui est le timekeeper. Donc on met du temps en général à implémenter les trucs, mais qu'on l'implémente, on l'implémente pas trop mal. C'est que les gens ils vont me dire mais non, c'est n'importe quoi. Et un truc sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, alors je vais raconter ma petite histoire perso. J'habite en région parisienne parce qu'on a plus de boulot, on gagne plus d'argent en région parisienne. Mais je déteste Paris, donc j'habite près de Rambouillet. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas vraiment encore accès à Internet là-bas. On est dans les 1-2 mégas, tu vois, je suis en bout de ligne. Donc déjà, on dit tu as de la chance d'avoir un accès à Internet comme ça. Et donc les scènes, même si on essaie de les optimiser, c'est toujours gros, quoi. Donc quand on faisait les tests sur le serveur, au bout d'un moment, j'en avais marre. J'aimerais bien mieux gérer le système de cache. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans un cache IndexitDB, où en fait, je voulais que ça soit simple pour les gens, toujours dans notre philosophie, où ils ajoutent un fichier manifeste, ils spécifient la version de leurs assets, et ensuite ils disent, est-ce que je veux avoir la scène en offline, les textures en offline, ils font leur course. Donc j'ai passé pas mal de temps, parce que IndexDB, c'est un cauchemar à gérer, c'est tout transactionnel, asynchrone, ça me rendait fou complet, mais en plus... pour gérer tous les cas d'erreur, j'ai fini par réussir. En plus, il se trouvait que IE et Firefox géraient mieux que Chrome le support du blob storage. Donc j'ai découvert plein de trucs comme ça et j'ai fini par avoir plein de fallbacks. Maintenant, Chrome a le même niveau que tout le monde. Donc j'étais content. Et donc, ça marche plutôt bien. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un support offline complet. Donc il suffit de préciser ça. Et souvent, les gens me disent, mais pourquoi tu t'appuies pas sur le cache du navigateur, tout simplement ou sur offline HTML5. Alors offline HTML5, vous êtes obligé de le mettre dans un énorme manifeste. Si je dois mettre toutes mes images, tous mes fichiers, ça va être énorme. Tandis que là, j'ai qu'un seul truc à faire. Et c'est surtout que j'imaginais en fait un jeu avec plusieurs niveaux, plusieurs scènes. Je vais pouvoir mettre de manière finalement granulaire qu'une scène à jour. Et ça, c'est pas possible avec les specs HTML. Donc finalement, moi, je peux choisir quelle scène je vais mettre à jour ou pas de cette manière-là. Donc j'ai passé beaucoup de temps. J'ai pété un câble sur iOS 8. En fait, on peut considérer qu'ils n'ont pas de support d'IndexitDB aujourd'hui. C'est juste n'importe quoi. Voilà. Je tiens à le dire parce que passer une journée complète à comprendre ce qu'il y avait de mal avec mon code, c'était pas mon code pour une fois. Et donc, comme on est un peu short pétrole, je vais vous expliquer comment ensuite on le couple avec le cache manifeste. Et on utilise donc le cache manifeste HTML5 classique, qui lui ne gère pas le delta. Donc on met le moteur, le truc pour le touch. Et tout ce qu'on a besoin de faire finalement, c'est de rajouter les manifestes pour qu'eux ils soient en offline HTML5. Donc quand il va faire une requête XHR, il va l'avoir en local. Il va s'apercevoir en fait qu'il a déjà toutes les ressources. Il va directement les chercher depuis IndexitDB. Donc je vais vous montrer un exemple. Et ça permet d'optimiser les perfs au chargement. Ah ouais, non. Pas maintenant, non. Bah ouais, surtout que je ne l'ai pas encore synchronisé. Voilà. Voilà, donc j'ai un exemple que je pourrais vous partager si vous voulez après. Donc je crois pas que je l'ai encore chargé, donc on va faire un coup de F12 pour voir charger les requêtes réseau qui partent. Ou si j'ai déjà chargé, on se rendra compte de ce que ça donne. Donc je vais charger celle-là par exemple. Et puis vous voyez, on se retrouve un peu comme à la maison en fait là. Voilà, c'est toujours ça qui est sympa quand on est dépendant du réseau. Là, il me demande, est-ce que tu veux rajouter du stockage? Donc les navigateurs ont différents niveaux de seuil à partir du moment où ils vous le demandent. Nous, par défaut, c'est 10 mégas. Donc si vous dites non, vous n'utilisez pas mon code, ça serait quand même dommage. Donc je vous incite à dire oui. Et là, en fait, il a serialisé déjà le JSON principal dans la IndexDB. Il est en train de serialiser les textures. Donc je supporte du DDS, TGA, JPEG, PNG, tout ce qui est supporté par notre moteur. Il serialise ça tout de suite. Donc voilà, on a une belle scène faite par Mitch qui à l'origine devait nous servir à faire un jeu vidéo, mais on passe tellement de temps à faire le moteur qu'on ne fait plus de jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Et donc là, on voit qu'il y a plein de requêtes XHR qui sont parties. Vous voyez? Donc maintenant, si je nettoie ça et je recommence. Il n'y a qu'une seule requête qui est partie, qui est ce fameux manifeste pour voir est-ce qu'il veut le mettre à jour ou pas. Et tout le reste, il a été récupéré depuis IndexDB. Donc du coup, maintenant, si je couple ça avec le manifeste,
et ben, je peux couper mon accès Wi-Fi pour le coup. Voilà, je vais me mettre en Airplane Mode. Ah, et je suis sur Windows 10, donc il se peut qu'il se passe des trucs mal. Comme là. Comme là, par exemple. L'écran bleu. Ça n'existe plus, ça. C'est rare quand même, les écrans bleus maintenant. Ouais. Heureusement. Oui, heureusement. Et donc là, je suis offline et il faut que je retrouve le lien. Voilà. Et ça va. C'était pas celui du dessous? Voilà. C'est pour voir si vous suiviez. Et j'ai la scène qui se recharge, même si je suis complètement offline. C'est vraiment l'expérience que je voulais. Je me dis, maintenant, on a suffisamment de jouets dans HTML5 pour avoir un truc vraiment proche du natif. Et je sais que par exemple chez Mozilla, ils implémentent plein d'autres API pour maintenant, on prend de ce truc-là, on rajoute aussi une sorte de manifeste et puis on peut l'avoir comme une appli complète, soit sur Firefox OS, soit sur le desktop. Donc je trouve que cette approche, moi, me plaît de plus en plus parce qu'on distribue via du web, ça marche tout de suite. On a quand même le problème de distribution du format de fichier à travailler, à optimiser, mais ensuite on peut viser vraiment toutes les plateformes et avoir un truc, une fois qu'on est en plein écran, on est vraiment proche du natif, quoi. On a tout le problème de multithreading dont on a parlé tout à l'heure, il nous faudrait aussi un peu de GPU, du WebCL ou des trucs comme ça, mais franchement, je trouve qu'on peut vraiment s'éclater maintenant dans le browser, sur toutes les plateformes. Voilà. Et donc on a un cours gratuit en ligne, vous pouvez voir nos deux pommes, David et moi, en train de parler anglais, donc ça peut être rigolo pour se foutre de notre gueule, parce que les Américains aiment bien se foutre de notre anglais. Hein. Ça en prend super cher, hein. Quand je les vois parler indien, les Indiens qui se permettent de se foutre de notre gueule avec notre accent français, je vous peux dire que j'étais un peu énervé aux US récemment. Voilà, je fais passer le message. Donc on commence par faire les bases de la 3D. Si vous connaissez rien à la 3D, bon c'est pas votre cas, mais si quelqu'un ne connaît rien à la 3D, c'est moi qui explique ce que j'ai compris. Donc après vous allez voir si j'ai vraiment capté les trucs. Trop content de parler de shader. Ensuite on parle des basiques de WebGL pour voir que finalement c'est une tonne de code à écrire et personne ne l'écrit. Et ensuite c'est que sur Babylon.js, on a 6 modules pour aller jusqu'au bout. Voilà, on est à peu près dans les temps j'espère. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Je crois qu'il y en a une là-bas, ouais. Donc j'ai retenu qu'il y avait l'export sous 3ds Max, sous Blender. Est-ce que vous avez pu le faire sous par exemple Unity ou Cine 4D par exemple? Alors je sais, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête pour Unity et j'ai vu Sketch5 qui l'a sorti. J'ai commencé à le faire justement, sauf que moi j'aimerais bien exporter le plus de trucs possible d'Unity sauf la logique du code parce que pour exporter dans leur exportateur WebGL, je sais pas si tu as vu le process, mais ils passent avec Scriptnum, mais en fait ils ont d'abord le code mono à transformer en C++ et ensuite de C++ vers JavaScript avec des tentatives d'optimisation au fur et à mesure. Je ne veux surtout pas me lancer là-dedans. Moi ce qui m'intéresse c'est que Unity, dans notre logique de simplicité, c'est qu'il y a plein de gens, il y a des pour et des contre sur Unity, mais il est quand même super simple d'accès. Il y a plein de trucs dans le store, donc j'aimerais bien que les gens puissent le transformer vers WebGL comme ça. Donc j'ai commencé. Ça commence à marcher, mais il me reste des tonnes de trucs à supporter dans Unity, et il se trouve que c'est super bien documenté. Donc je suis en train de travailler dessus, c'est ma prochaine target, voilà. Et en ce qui concerne Cinema 4D, bah, on essaie aussi d'être cohérent, c'est-à-dire que comme on fait ça un peu en side project, l'idée c'est de dire on va se concentrer sur là où on est le meilleur, par exemple sur 3D Studio Max, et puis l'idée c'est de dire bah, après c'est un projet ouvert, si vous avez envie de contribuer au truc, venez avec votre propre logiciel, on va créer les blocs ensemble et puis on en fera un exportateur. En général, c'est une façon de dire non parce que personne va. Mais bon, mine de rien, ça reste ouvert donc up to you quoi. Oui. Ouais, il y en avait plusieurs, je sais plus. Cédric. J'ai une question sur IndexDB. Ouais. Nous, ça pourrait nous intéresser en fait d'implémenter ça. Et c'est combien de temps pour le faire et que ça marche pour de vrai? En fait, j'ai passé énormément de temps. En plus, j'avais la pression de David qui me dit je suis le point d'entrée du truc. Donc, si je me vautre, il se passe rien, quoi. Donc, j'ai fait plein de tests sur tous les navigateurs possibles et j'ai des fallbacks dans tous les sens. Tu peux regarder le code que j'ai. Je suis à part en fait parce que j'ai essayé de ne pas perturber le loading de David. Donc, je me greffe dedans aux bons endroits. Donc, le truc est assez autonome. Tu peux l'utiliser à part. Donc, moi, j'ai mis. L'écriture même du code de là-bas ça va assez vite, mais ensuite c'est gérer tous les cas, c'est tous les cas particuliers. Il faut compter peut-être une semaine de dev je pense pour avoir c'est pas non plus délirant quoi. Et je sais que David l'a réutilisé pour un autre projet à Corp sur un autre projet Microsoft, donc c'est que le code devait être pas trop pourri.
Et ce qui nous manque en fait dans TypeScript aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est quand même le typage assez élégant, l'écriture, et ça génère du JavaScript très très propre, hein, qui respecte le bouquin de Douglas, et qui est basé sur ECMAScript 6, donc ça vise le futur format JavaScript standard. Et il manque un truc qu'on a en C#, c'est async await. Donc ça c'est super top pour ceux qui connaissent C#, et ils vont le porter dans TypeScript. Et ça m'aurait simplifié mon code d'avoir des callbacks, de transactions qui échouent, qui remontent dans le truc, ou des fois je suis là, des fois j'ai le goret pour aller vite, genre ouais, bon, dans ces cas-là, je sais pas ce que je fais, mais je récupère l'image directement du serveur et tout. Donc ça fait un code super indigeste en fait. Et l'autre question, l'autre question c'est sur Unity, en fait, du coup tu fais ça comment? Enfin, pour exporter les datas? Parce que nous, là, on va justement réécrire pour... là en fait c'est... mon objectif, j'aimerais bien... Mon objectif, je me suis fixé, je sais pas si j'y arrivé, c'est prendre Angry Boss et l'exporter entièrement comme ça, pour que ça fonctionne. Parce que j'ai vu un mec qui a réussi à l'exporter complètement en faisant un plugin pour Vermaya. Et donc je me suis dit, c'est qu'il a réussi à trouver tout ce qu'il fallait bien dans... On n'a pas tous les shaders d'Unity, mais ça c'est pas très grave, on a plein de trucs proches, donc je rebranche sur les trucs qui ressemblent à nous. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que, un peu comme ce que vous avez fait, j'ai regardé du coup votre truc, il y avait l'exemple proche de ce qu'était l'OBJ exporter, que vous avez trouvé dans le wiki. Ouais, il n'y avait pas grand chose. Donc en fait, j'étais un peu déçu la première fois que je suis rencontré. Il n'y a pas grand monde en fait qui s'est intéressé vraiment à un exportateur complet Unity. Donc je vais au fur et à mesure, c'est que je teste des formes simples, puis je rajoute de plus en plus, puis des fois tu t'emballes un peu en disant ça a l'air de bien marcher, je rajoute un énorme truc et j'ai mes textures qui partent en vrille et tout. Donc là j'avance pas mal, il me reste les cube maps à supporter. Oui, j'ai plein de trucs à supporter encore, les animations. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Par exemple les bones. Je pense pas que j'irai jusqu'au bones parce que c'est réputé. Les trucs chiants. Ouais. Et j'aimerais bien supporter un maximum de trucs, on verra quoi. Mais on pourrait échanger, c'est pour ça que je t'avais envoyé un mail pour qu'on en parle, voir où vous étiez bloqué, quels étaient vos objectifs sur l'exportateur. Et moi ce que j'aimerais bien c'est reprendre en fait la caméra, toutes les propriétés de la scène d'Unity et la mapper sur notre concept de scène Babylone en fait. Dans la continuité sur les logiciels 3D généralistes, donc que Max et Blender, Lightwave, C4D, etc. Il n'y a pas de limitation sur l'export UBX Limitation Si, parce que là aussi on récupère pas tout, je pense, sur le format FBX. Il est quand même assez dense. Et de mémoire aussi, il y a eu quelques forks au niveau du format FBX. Donc ça doit être vraiment la version la plus standard qu'on doit récupérer. Notre exportateur le plus complet aujourd'hui c'est celui de 3D Studio Max parce que David le connaît bien et il y va sans documentation, donc c'est rigolo de le voir faire, de tester les propriétés qui changent dans le modèle objet. Il me dit ah ouais c'est la 8e valeur du tableau machin, ça gère telle propriété. Bon, il passe beaucoup de temps mais au final il a les animations, il a les bones, il a tout géré dans le truc. Ensuite ça dépend vraiment des retours de la communauté. En fait les gens nous ont vraiment demandé 3D Studio Max. Il y a Maya aussi qui est beaucoup demandé parce que en fait comme on commence à travailler avec des gens qui font des jeux vidéo, alors je ne sais pas si c'est vrai, les gens nous ont dit globalement il y a plus de Maya que 3ds Max, sauf en France apparemment, je sais pas. Sur le jeu c'est plus Max. Donc je sais pas, ça dépend des pays, ouais apparemment bon là en faisant un exportateur 3ds Max on leur dit de toute façon Maya vers 3ds Max il le gère bien, hein, c'est la même boîte a priori il travaille bien et donc on leur dit on fait des suppositions des fois qui sont peut-être fausses mais... Un graphiste dirait la même chose. Ouais, c'est clair. C'est pas une petite question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ton API de touch en fait, pour les tablettes. Est-ce que tu as un moyen de gérer pour le web la pression des tablettes tactiles? Ouais. C'est vrai. Avec le stylet par contre. Ouais, et avec la pression du coup tu peux l'avoir aussi. Ouais. Et on le fait remonter dans notre polyfill, il te dit si jamais, par défaut on est générique, donc quand c'est un pointer, et tu peux tester le type de pointer, si c'est un stylet, ensuite tu as des informations supplémentaires qui est le niveau de pression, ce genre de choses. Et une dernière question, est-ce que tu as un moyen pour, alors ça va paraître bizarre comme question, mais généralement tu essaies toujours d'aller le plus vite possible au niveau de ton framerate, et tu essaies d'être calé sur la fréquence de rafraîchissement du moniteur, est-ce que tu as un moyen d'avoir un framerate inférieur sans pousser le pros à 100% histoire de perdre du temps. Le problème, je crois qu'on a déjà posé la question, mais on est basé sur Request Animation Frame, et je suis pas sûr qu'on puisse limiter. D'accord. Et puis dans ces cas-là, l'optique, ça sera pas de descendre la charge CPU, ça sera plutôt d'avoir quelque chose de linéaire au niveau de. Mais c'est pas la première fois qu'on nous pose la question, donc ouais, on peut évidemment le clipper nous-mêmes, parce qu'en fait, on monitor notre propre FPS forcément en interne. On pourrait limiter les rendus des frames, ouais. Mais t'as une. Dans l'autre sens aussi, t'as parfois calculé
calculer plus vite que le taux de rafraîchissement? Enfin, c'est la question inverse, du coup. Ça paraît bizarre comme question. Mais... Comment tu veux calculer plus vite que le... Imagine que par exemple tu veux utiliser ton moteur pour sortir en fait non pas quelque chose qui est affiché en... Tu veux faire du rendu offline, enfin off canvas? Ouais. Avec le Animation Frame, tu seras forcément clampé à la vitesse de rafraîchissement de ton éditeur. Ouais, puisque dans le cas de Request Animation Frame, oui, mais ensuite si je me dissocie... C'est quoi? C'est pour faire du rendu et le transformer en une vidéo, un truc comme ça ou... Oui, c'est ça, pour le transformer en vidéo, tout à fait. T'as pas besoin de sortir. On en reparlera après, j'en sais. Ouais, bah... Une petite question, c'est sur l'aspect... Il y a des questions au fond, attends. Bah limite, si on peut se voir, Michel, 5 minutes... Il veut te péter la gueule, je crois. On faire chier tout le monde, je suis un peu comme toi. Ok. Pas de soucis. T'as trouvé un copain, Michel. Encore une dernière question, je ne pourrais pas prendre trop de retard sur tu dis que vous avez un Uber shader, est-ce que vous êtes arrivé aux limites des shaders d'IE? Parce que je sais que j'ai fait des tests un peu avec des shaders assez poilus. IE n'a pas de limite. Genre Raymarching et tout ça, et en fait, quand on met trop d'itérations, trop de... Bah, l'avantage c'est qu'on code dans IE, donc en fait on connaît les limites d'IE puisqu'on discute avec les gens qui font la stack WebGL d'IE. Et en fait si on était par exemple dans Chrome ou Firefox, il y a de fortes chances que nos shaders ne marcheraient pas dans IE. Donc aujourd'hui IE c'est un petit peu le plus petit dénominateur commun. Donc en fait on s'appuie dessus. Ensuite nous on milite quand on voit des retours d'extension qui sont demandés, on avait discuté avec Cédric de ce genre de trucs. L'équipe IE est vachement plus ouverte qu'avant, je sais pas si vous avez vu, il y a status.modern IE, etc. Et maintenant il y a un user voice. Vous pouvez aller sur user voice IE et puis si vous trouvez qu'il y a un type d'extension qui est vraiment indispensable, vous le faites remonter dedans et ensuite les gens vont voter dessus. Moi ce que j'avais noté c'était pas une extension qui manquait, c'était les shaders qui étaient limités en ligne d'instruction ou quelque chose comme ça. Et donc en fait si on mettait un shader un peu trop lourd qui passe très bien sur une machine desktop par exemple, il est limité artificiellement pour être compatible avec les tablettes ou les téléphones. Oui c'est vrai, t'as raison. Et je trouve ça gênant pour du desktop en fait. Ouais, on avait déjà eu cette remontée, c'est que comme en fait on a le même moteur sur tablette, phone et desktop, on a fait des choix des fois de limitation de certains shaders, tu as raison. Si tu as un exemple qui te pose problème, on peut en discuter et je l'envoie à David qui... On a déjà eu ce cas-là. Maintenant, c'est toujours pareil hein, dans les discussions, c'est est-ce que si ça gère un cas sur je sais pas combien, peut-être qu'on dira non. Enfin, on dira une réponse comme tout à l'heure, on est ouvert à la discussion, tout ça. D'accord, t'as pas aimé ma réponse, mais d'accord. Okay. Bon bah je crois que c'était la dernière question. On est disponible de toute façon après. Ouais. Merci beaucoup.